Madame la ministre, c'est à vous. ميرسي. شكرا للمنصة على المداخلات القيمة جدا. مسيو فيدرين، أوافقك تماما في ذكرك أو وصفك للأمم المتحدة. أوافقك على ذكرك أو وصفك للأمم المتحدة مجرد أسماء للقاعات وفقدت الفعالية. فيما يتعلق بالسياسات الخارجية للدول العربية أعتقد أنها لم تختلف. هناك اختلاف للمصالح ولكن كسياسة خارجية لم تختلف، ربما لأن الرأي العام الداخلي لا يضغط باتجاه معين تجاه السياسة الخارجية. أنا أرى أن ندوة مهمة كهذه لازم تخرج بتوصيات، وأنا سعيدة أن معالي الوزير محمد العرابي جه ترتيبه الثالث فيما يتعلق بالحديث عن السياسة الخارجية، لأنه اتكلم على اقتراحات. وأنا أعتقد أن فرنسا كما ذكر الوزير العرابي في وضع ممتاز أن تتعاون مع مصر لإحداث تغيير، ربما لأن فرنسا يعني في تقديري هي أكثر دولة أوروبية عانت من الهجمات الإرهابية. وأنا الحقيقة أختلف على وصف الإسلامي، الإرهاب الإسلامي، وأرى أن احنا يجب أن نتوقف عن يعني ربط الاثنين ببعض لسبب بسيط، أن احنا بنشجع هذا النوع من الإرهاب. ودي نقطة أنا هرجع لها تاني. أنا أرى أنه يتعين أن نتعاون على إعادة الدين إلى مكانه الصحيح. تم تسييس الدين وتحريك المشاعر في الاتجاه الخاطئ. Madame la ministre, vous avez déjà présenté votre communication. Il faut une question. Non, il faut une question, Madame la ministre, on n'a pas le temps. Si vous en avez, Madame la ministre, si vous avez une question à poser, vous la posez. أرجوكي Madame. يجب كيف، أو عشان تكتر في رأي حضرتك، كيف نتوقف عن دفع الرأي العام في اتجاه اللاوعي، كيف نضع معايير لحقوق الإنسان. لأن انتقادات حقوق الإنسان اختيارية بتحركها المصلحة. شكرا. شكرا. Qui veut répondre, Monsieur Védrine ou Monsieur Guénaud? Est-ce que vous voulez répondre à cette question, si ça a été bien traduit, évidemment? Donc je peux dire un mot sur la question du terrorisme islamiste. Et je le fais exprès avec précaution, mais je vais vous dire franchement ce que je pense. Je pense que de la part des musulmans sunnites, qui certes dans leur immense majorité sont épouvantés par le terrorisme islamiste, le fait de prétendre que ça n'a pas de rapport, c'est pathétique. C'est tragique. C'est pas du terrorisme bouddhiste. C'est pas du terrorisme chrétien. Il y en a peut-être eu à d'autres moments. C'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que refuser de voir cette évidence, c'est entretenir l'amalgame, c'est entretenir l'impuissance. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'on viendra à bout du terrorisme. On peut s'en protéger plus ou moins de façon policière. On peut pas se protéger à 100%. On peut se protéger par des actions militaires quand on n'a pas le choix, parce qu'il faut frapper la base arrière du terrorisme, comme vous le faites dans le Sinaï, comme on l'a fait dans d'autres endroits. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais on viendra à bout de ce phénomène quand l'ensemble des musulmans sunnites du monde entier s'organiseront pour dire, comme l'ont fait plusieurs fois les musulmans de Grande-Bretagne, « Not in my name ». Mais il ne faut pas prétendre que ça n'a pas de lien. C'est pas vrai. Il y a un lien. Et quand vous prétendez qu'il n'y a pas de lien, vous n'avez aucune influence sur les opinions européennes. Personne ne peut comprendre ça. Ça paraît une sorte d'aveuglement idéologique, dogmatique. Les gens voient très bien que les terroristes, ils n'invoquent pas Bouddha. Bon, donc vous pouvez dire c'est dévoyé, ça n'a rien à voir, on représente un islam totalement différent, nous sommes les premières victimes, bien sûr, on peut dire tout ça. Les musulmans sont les premières victimes de loin de ça. Mais il faut qu'il y ait un mouvement de fond chez les musulmans
qui, justement, vont attaquer cette revendication-là, mais il ne faut pas nier le fait. Sinon, vous allez alimenter l'amalgame. Et l'ensemble de l'opinion européenne, s'ils prétendent que ça ne les concerne pas, c'est qu'ils sont un peu complices. C'est parce qu'ils n'osent pas reconnaître la vérité. Donc moi, je suggère, je suis désolé si je blesse des gens ici, je ne le dis pas pour ça. Hein. Je pense que si vous voulez vraiment venir à bout du phénomène, et c'est les musulmans qui viendront à bout du phénomène, ce n'est pas les gouvernements asiatiques ou européens qui viendront à bout du phénomène. Si vous voulez vraiment venir à bout du phénomène, il faut accepter de le nommer. De le nommer. Et chaque fois qu'on dit terrorisme tout court sans dire ce que c'est une victoire pour les terroristes. Parce qu'ils arrivent à désarmer la réaction. Donc moi, je plaide pour tout à fait l'inverse. Je dis à l'exemple des musulmans en Grande-Bretagne qui se sont organisés plusieurs fois. Ils n'ont pas cherché à prétendre qu'il n'y avait pas de lien. Il y a un lien pervers, il y a un lien dangereux, il y a un lien scandaleux. Vous devez le dénoncer, il faut des théologiens le dénoncent. D'ailleurs, c'est ce que fait le roi du Maroc. Hein. Le roi du Maroc, il est commandeur des croyants pour des raisons historiques. Et lui, il dénonce ce lien, mais il prétend pas qu'il n'y a pas de lien. Donc moi, je suggère d'aller bille en tête. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de prendre une autre question, je voudrais, parce que c'est essentiel, là, nous avons un exemple d'interprétation de propos qui est inadéquat. Moi, je vais escaliter, c'est-à-dire en tant que musulman, aggraver la question et même mon cas. Non seulement le terrorisme a un lien extrinsèque avec l'islam, avec l'islamisme, plus grave encore, il a un lien intrinsèque avec l'islam. Je suis musulman. Dans une revue égyptienne, il y a quelques années, on m'a dit « Mais pourquoi vous détestez les frères musulmans ?» J'avais répondu « Les annani a'shaqu Muhammad » parce que je suis musulman. Islamo-fascisme, islamo-terrorisme, si on réfute le concept même, eh ben, on n'aura aucune chance à éradiquer ce cancer, cette gangrène qui a pris les sociétés après avoir subi le fait que notre religion a été sclérosée, elle n'a pas été rénovée. Et nous avons un problème avec notre religion et avec notre civilisation. On ne va pas inventer une solution. La solution existe. Le christianisme n'a pas été immédiatement démocratique ou ouvert à la démocratie. Il y a eu des siècles avant que le christianisme évolue et fasse des sacrifices. Eh bien, il va falloir passer par là pour que l'islam reste une foi, une spiritualité supérieure. Il faut dénoncer l'islamisme, pas seulement comme un corps étranger à l'islam, mais justement comme quelque chose qui est une déviation de l'islam, une altération. Je dirais que l'islamisme est pour l'islam ce que le droit de l'hommisme, Monsieur le Ministre, est pour les droits de l'homme. On va prendre une autre question. Merci. Alors, Monsieur le Ministre, vous me l'aviez dit, à 19h pile, vous nous avez accordé encore 10 minutes, vous êtes bien généreux. Oui, on va vous passer le micro. Oui, donc j'avais une cause qui intéresse l'Égypte et la France, mais M. Védrine donc, est parti, c'est pas grave. J'ai M. Henri Guénon qui est là, j'ai également M. l'ambassadeur Al-Arabi. Voilà, donc il y a une cause qui intéresse l'Égypte et la France, c'est bien la Syrie. Je répète, la Syrie. Donc, c'est quand? C'est pour quand? On va voir la France, l'Europe, l'Occident réagir face, voire bombarder le régime Assad et également la présence de l'Iran et de ses milices chiites et également la Russie. C'est une occupation généralisée de la Syrie qui s'est produite avec le fil des temps. C'est pour quand l'Égypte réagit. C'est pour quand on va voir la réaction de l'Égypte parce que la Syrie, c'est pas très loin.
et que c'est quand même, il y a de quoi réagir, je veux dire, aussi bien pour la France que pour l'Égypte. Voilà ma question. Juste une question très rapide لمعالي الوزير محمد العرابي. حضرتك اتكلمت على سوريا من شوية. معروف ان الامن القومي المصري بيبدأ من سوريا. هل نطمح في ان الدور المصري يكون فاعل اكتر من كده لإنقاذ سوريا? Une petite question à monsieur le premier conseiller Henri Guénaud. Chaque année, la France a comme habitude de donner une année pour un pays quelconque. Cette année, monsieur Macron a décidé que ça sera l'année d'Israël. On espère en tant que franco-égyptien une année pour l'Égypte. Merci. Bonsoir, Rim Seyed, je suis franco-syrienne et c'est dommage que M. Hervé de Charette, il est parti parce que vraiment, il a dit, je reprends mot par mot ce qu'il a dit, que les chrétiens d'Orient, surtout quand il parle de la Syrie, ils sont malmenés. Moi, juste pour dire que en fait, l'homme qui fabrique les armes, il est intelligent, mais les armes tuent sans différencier entre un chrétien, un musulman, des enfants, des hommes, c'est-à-dire ils ne différencient pas. Et c'est très, très, pour moi, traumatisant de dire que juste les chrétiens, c'est tout le peuple qui vit la guerre. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, concernant docteur M. Moufid Chihab, vous avez parlé du rôle de l'éducation, de la culture. Mais juste une question, comment vous voyez que dans ce monde-là, où vraiment le monde est un village, un petit village, comment on peut éduquer en présence des chaînes qui sont en train de diffuser 24 heures sur 24 heures, ils prennent pas de sieste, ces chaînes-là, et diffusent des discours de haine, de xénophobie, de racisme, de ce que vous voyez. Comment on peut éduquer des gens qui sont sereins, des gens qui sont même équilibrés mentalement? Moi, mon discours est plutôt un discours humanitaire et je laisse les polémiques politiques à côté. Merci. الحقيقة عندي سؤالين للسادة الوزراء المصريين. السؤال الأول: لماذا الولايات المتحدة ترفض حتى اليوم تعريف الإرهاب؟ نحن كلنا ضد الإرهاب، بس ليش بترفض تعريف الإرهاب ورفضت أي تعريف من الأمم المتحدة للإرهاب؟ هل من أجل أن تخلط بين الإرهاب وحق المقاومة المشروع للشعوب المحتلة مثل الشعب الفلسطيني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يمكن أن يتم هناك سلام واستقرار في المنطقة وعالميا دون أن نجد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني؟ شكرا. Bonjour à tout le monde. Je suis égyptien, français. Je suis ancien élève de l'école des Beaux-Arts, option architecture et urbanisme. Tous les problèmes du Proche-Orient ou les pays arabes, comme on dit, c'est un cadeau qu'a envoyé l'Europe au Proche-Orient de l'État d'Israël. Ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation, il n'y a pas un seul arme dans le Proche-Orient fabriquée au Proche-Orient. Merci. سوف أستعمل سلطاتي الآن وأدير هذه الجلسة لأنه واضح أن ما فيش إدارة. سوف أرد على موضوع سوريا. مصر لم تغير موقفها من المسألة السورية منذ 2011. أنا كنت وزيرا للخارجية في هذا الوقت وبدأت المسألة السورية ولدينا موقف ثابت نحرص عليه. لم يتغير هذا الموقف إلا أيام حكم الإخوان، والحمد لله أن احنا يعني قدرنا نحيد قرار الرئيس في ذلك الوقت كوزارة خارجية ولم نلتزم بما قالوا إلى أن تم الانتهاء من حكم الإخوان في مصر. المسألة السورية مسألة معقدة. أنا قلت إن في 6 جيوش موجودين الآن على الأراضي السورية، وكل جيش لديه رقعة من الأرض يسيطر عليها، وهناك تفاهمات على الأرض من الصعب جدا أن أنت يعني تخترقها.
النظرة بتختلف. في ناس بتنظر إلى نظام بشار الأسد إن هو جزء من الحل، وفي ناس بتنظر إليه إن هو جزء من المشكلة أو هو المشكلة. وبالتالي مثل هذه الأمور من الصعب جدا إن أنت تقول إن في تنبؤ محدد بما سيجري يعني في الفترة الجاية بالنسبة للمسألة السورية. هتلاقي إن في مسارين بالنسبة للحل السياسي، مسار بتقوده روسيا ومسار بتقوده الأمم المتحدة. مسار الأمم المتحدة لم يحقق شيء حتى الآن ولن يحقق شيء، لأن الأمم المتحدة ملهاش أرجل على الأرض هناك، ولكن الروس لديهم أرجل على الأرض هناك، ويستطيعوا أن هم يتحركوا بكفاءة وبنفس الوقت بفرض للحلول. فأنا مش عايزك يعني تشعر بين إيه؟ روسيا دمرت سوريا دمرت من قبل كل القوى اللي متواجدة عليها. سوريا ضحية، وسوريا احنا بنبكي عليها يوميا كشعب مصري. لا، سوف أدير الجلسة. سوف أعطي الكلمة الآن للدكتور مفيد شهاب. الدكتور مفيد شهاب يرد على سؤال حضرتك. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. أنا أوجه لي سؤالين. السؤال من الشاعرة. أنت قلت، أنا قلت إن عشان نحارب الإرهاب لابد أن نحارب التطرف. هذه عقيدتي، لأن ليست محاربة الإرهاب إن بعد ما تقع العمليات الإرهابية يعاقب عليها، ده شيء مفروغ منه، إنما كيف نتجنب أن يحدث الإرهاب. لابد أن تكون دراسة أسباب الإرهاب بنفس أهمية إن لم تكن أكثر المعاقبة على العمليات الإرهابية بعد وقوعها. من هنا قلت لابد أن كل الوسائل اللي لها تأثير في تكوين عقلية الأطفال والشباب على التسامح وقبول الآخر وعدم الاستعلاء على الآخر وعدم التعصب، لابد أن ننمي هذا الفكر المتسامح. من الذي ينميه هذا الفكر؟ كل مؤسسات الدولة الحكومية عليها دور قولا واحدا. مدارسنا، جامعاتنا، معاهدنا، أيضا أجهزة الإعلام، أجهزة الثقافة، أيضا الأجهزة الدينية. الأزهر الشريف عليه مسؤولية، الكنيسة عليها مسؤولية، كل هذه الأجهزة. وأيضا وده الأهم وللأسف يلعب دور ضعيف في مجتمعنا في كل شؤون الحياة، وهو مؤسسات المجتمع المدني. في الدول المتقدمة مؤسسات المجتمع المدني الأهلية الغير حكومية تشعر بمسؤوليتها في التربية وفي الإنتاج وفي الخدمات. نحن للأسف مؤسسات المجتمع المدني معظمها بيلعب دور خيري، أما الدور الآخر التثقيفي التربوي ضعيف. إذن الإجابة على سؤال شاعرتنا السورية هو هذا: الكل مسؤول، حكومي وغير حكومي. السؤال الثاني اللي قيل بعد إذن سيادتك، السؤال الثاني المتعلق بتعريف الإرهاب. العقاب على العمليات الإرهابية على مستوى كل قطر قائم. نحن في مصر مثلا لدينا قانون العقوبات بيحدد لما تقع جريمة كذا كذا تتمثل، مش مهم يسميها إرهاب، بيعاقب على أفعال نفذت جرائم جنائيا. ولما بيحب إن يعمل تنظيم إضافي بيعمل. عملنا تنظيم اسمه تنظيم الكيانات الإرهابية، التنظيمات الإرهابية، فبقى عندنا قانون العقوبات يعاقب، بقى عندنا قانون التنظيمات الإرهابية، وعندنا أيضا قانون صدر مؤخرا متعلق بمكافحة الإرهاب. فإذا العملية ما فيهاش مشكلة على المستوى المحلي القطري، إنما المشكلة على المستوى العالمي. حتى الآن من ضمن معوقات إن العالم يتضافر ويتعاون إن وضعت عدة معوقات في سبيل تعريف ما المقصود بالإرهاب، واتخذت هذه ذريعة إن عدم وجود تعريف حتى لا تتخذ إجراءات محددة ضد العمليات الإرهابية. وفي الحقيقة القصد منها
ان مش عاوزين نيجي نعرف الارهاب فنقول ولكن المقاومة المشروعة للاحتلال او الاستعمار واستخدام القوة في سبيل القيام بحق تقرير المصير لوتو ديترميناسيون، ده حق من حقوق الإنسان، حق موجود في المواطن. فاللي هيجي يعرف الإرهاب لابد أن يستبعد منه حق تقرير المصير، لابد أن يستبعد منه حق المقاومة المشروعة، وهناك قوى عظمى لا تريد هذا الاستعباد لأسباب كلنا نعرفها، لهذا أحجموا عن وضع تعريف للإرهاب. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. يا في سؤال oui. ده آخر واحد. Vous voulez répondre, Henri? Il y a eu une question pour vous, apparemment, non? Oui, alors ne représentant pas le gouvernement français, je ne peux que m'associer à votre souhait, mais pas vous annoncer que l'année prochaine sera l'année de l'Égypte. Je n'en sais rien. Voilà. Mais je crois que la position, en tout cas, de la France vis-à-vis de l'Égypte s'est nettement améliorée pour revenir dans une position plus raisonnable, qui était celle qui prévalait d'ailleurs avant la chute d'Hosni Moubarak et l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. La France et l'Égypte, c'est sans doute, pour faire une comparaison très osée, aussi important pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l'Afrique que le couple franco-allemand pour l'Europe. Voilà. Je pense qu'il y a... D'abord parce que l'Égypte c'est un État, et ce n'est pas si fréquent au Moyen-Orient et en Afrique. C'est un État, un vrai, c'est-à-dire comme le Maroc, c'est un État plusieurs fois millénaire. Il y a une réalité de la nation égyptienne, une réalité de l'État égyptien. C'est pas un découpage, c'est pas le fruit d'un découpage artificiel par des puissances étrangères. C'est vraiment le fruit d'une très très longue histoire. Et donc c'est un pôle de stabilité sur lequel il faut absolument s'appuyer. Puis c'est le plus grand pays arabo-musulman. Donc pour moi c'est vraiment sur l'axe franco-égyptien, comme on a essayé de le faire pour l'Union pour la Méditerranée, qu'on peut essayer de construire une politique française en Méditerranée. Bon, je voudrais juste dire un mot à Monsieur le Ministre. Je déplore que l'Union pour la Méditerranée ait échoué. Je pense qu'il faut la remettre sur pied. Bien sûr, il existe toujours un secrétariat. Je me félicite d'ailleurs que l'ambassadeur Kamel, vous me l'apprenez, va prendre le secrétariat. Il a été un remarquable ambassadeur de l'Égypte en France pendant plusieurs années. Il nous a beaucoup aidés et il a permis que la relation franco-égyptienne soit ce qu'elle était à l'époque. Mais l'Union pour la Méditerranée, c'était une union de projets. Alors il continue à y avoir des projets, le secrétariat fonctionne, mais si les États ne s'y mettent pas, et s'ils ne reçoivent d'ailleurs pas l'appui aussi de puissances extérieures, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les Russes d'un côté, les Américains de l'autre jouent le jeu, et c'est l'intérêt de tout le monde, mais si les États ne le font pas, il ne se passera rien de décisif. Voilà. Maintenant, est-ce que la France et l'Égypte sont en mesure d'entraîner les autres, d'entraîner les Européens, d'entraîner les États arabo-musulmans? L'avenir le dira. Pour l'instant, on est en face de quelque chose qu'on ne peut pas qualifier de succès. En étant peut-être le principal inspirateur, je ne m'en réjouis pas. Au contraire, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nous n'essayons plus, regardons en face nos échecs, mais par la grâce de Dieu, essayons même si nous pensons que c'est extrêmement difficile. Merci. Renaud Girard, vous avez une question? Oui, je voudrais parler d'un pays voisin de l'Égypte, qui est la Libye. Bien sûr, la Libye était importante dans l'Union pour la Méditerranée. La Libye n'était pas membre, c'est le seul pays des rives de la Méditerranée qui a refusé d'entrer dans l'Union pour la Méditerranée. D'ailleurs, avec un raisonnement, il faut reconnaître, assez rationnel, c'est que le colonel Kadhafi était au début plutôt
d'accord. Quand l'Europe a imposé sa présence entière, tout le continent, enfin, dans l'Union pour la Méditerranée, il a dit très bien, alors il faut que toute l'Afrique y soit. Comme il n'était pas question d'y mettre toute l'Afrique, eh bien la Libye est restée dehors. Mais la Libye n'a jamais fait partie de l'Union pour la Méditerranée. Mais dans ce cadre méditerranéen, il y a donc cette proposition d'Union pour la Méditerranée dès l'arrivée de Sarkozy au pouvoir en 2007. Et en 2011, il y a l'attaque de la Libye sans qu'on ait, me semble-t-il, épuisé toutes les voies diplomatiques, notamment celles qui étaient proposées par le Sénégal, etc. Comment vous expliquez, vous étiez vraiment, vous occupiez une place au balcon, au premier rang, comment vous expliquez ce changement aussi rapide entre 2007 et 2011, sachant que en 2007, il y avait eu une visite de Sarkozy comme ministre de l'Intérieur déjà en Libye, donc en fait, contrairement à ce qu'il a dit à la télévision l'autre soir, c'est un pays qu'il connaissait bien, et un leader qu'il connaissait bien, il n'a pas découvert Kadhafi avec les infirmières bulgares. Comment vous expliquez historiquement et qu'est-ce qui s'est passé dans la diplomatie française? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de précipitation dans cette expédition de mars 2011 en Libye? Merci. Deux remarques. La première sur la politique de la France en 2006, 2007, 2008. La France a pris une voie qui était, à mon sens, réaliste, qui consistait d'ailleurs avec d'autres pays occidentaux, je pense notamment au Royaume-Uni, à tout faire pour réinsérer la Libye dans la communauté internationale. Et d'ailleurs, ça a été plutôt couronné de succès et fructueux, puisque la Libye nous a à l'époque aidé à combattre le terrorisme de façon assez efficace. Nous avions en plus parfaitement conscience qu'elle était située à un endroit absolument stratégique pour tout le monde, et que la stabilité de ce pays et sa normalisation était une nécessité pour la Méditerranée et pour la sécurité de l'Occident. Bon. Ensuite, entre les deux, vous me dites, mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est d'abord qu'il y a eu les printemps arabes, et que l'impression qu'on a oublié, c'est comme la crise de 2008, on a oublié à quel point les printemps arabes ont eu un effet de souffle considérable ils ont bouleversé complètement, toutes les données diplomatiques et psychologiques des dirigeants occidentaux. S'agissant de la Libye en particulier, d'abord, la plupart des dirigeants occidentaux ne voulaient pas rater le train de l'histoire, puisqu'on pensait que les peuples étaient en train de se lever. C'était le printemps des peuples, rappelez-vous. Bon, on en est un peu revenu. Je ne reparlerai pas de l'Égypte, mais moi j'ai suivi l'histoire égyptienne de Rauner, et j'ai une petite idée, même une conviction très profonde sur ce qui s'est passé à l'époque. Pas vraiment. Vous savez, on parlait pour la révolution de 1848 en France d'illusion lyrique. Là, on a eu l'illusion, le lyrisme beaucoup moins. Bon. Mais pour la Libye, on s'est retrouvé devant cette ébullition qui s'est d'un seul coup qui s'est emparée du pays, qui se trouvait entre, il faut quand même s'en rappeler, entre la Tunisie qui venait de subir son printemps et l'Égypte qui est rentrée aussi dans une période de crise. Donc, et la Libye est un pays extrêmement fragile. C'est un pays c'est un pays tribal, c'est un pays qui est fait de tribus disparates, qui n'a jamais eu vocation à être une nation, un État au sens où nous l'entendons. Et c'est toujours un miracle quand la Libye arrive à être unie. Sur ce, donc l'espèce de début de grande ébullition, de bouleversement s'empare de la société libyenne comme de beaucoup de sociétés du monde arabo-musulman. Et il se passe ce que vous connaissez tous, c'est l'histoire de Benghazi, c'est-à-dire que le colonel Kadhafi défend son régime, il encercle Benghazi et il dit je vais tuer tout le monde. Alors les experts m'expliquent qu'il ne l'aurait pas fait, que tout ça ça n'était pas vrai, c'était des faux semblants. Mais enfin,
moi, je me souviens de l'ambiance qui régnait quand l'opposition libyenne est venue nous trouver pour nous dire, ben voilà, soit vous nous aidez à desserrer l'étau, soit il va tuer tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il aurait tué tout le monde, mais ce que je sais, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne la France, le président de la République s'est trouvé seul devant sa conscience. Voilà. Alors on peut dire que c'était une erreur après coup, qu'on a ouvert le couvercle de la boîte de Pandore, qu'on a créé le chaos, sans aucun doute, mais vous savez, quand on est chef de l'État, qu'on se trouve devant des décisions de ce genre, encore une fois, seul face à sa conscience, eh bien, on est le seul à pouvoir y répondre. Donc moi, je ne répondrai pas à la place du président de la République, mais un président, il lui arrive d'être en face de choix tragiques comme celui-là. Il a répondu en engageant la France dans ce qui allait devenir ensuite une coalition, c'est-à-dire il a poussé, c'est vrai, les dirigeants occidentaux à s'unir pour aller arrêter les forces gouvernementales libyennes. Et évidemment, quand on commence en se disant qu'on va juste bombarder les têtes de colonne, bien il faut le savoir, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire quand on commence la guerre, de toute façon, on est entraîné à la faire de plus en plus. Donc on a commencé par bombarder les colonnes et puis à la fin, en réalité, on a fait la guerre. On ne s'est pas contenté de... Voilà. Mais c'est un engrenage qui commence par un cas de conscience. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner. Vous savez, très souvent dans la politique tout court, la politique étrangère comme le reste, les choses sont beaucoup plus simples qu'on le pense, et beaucoup plus humaines et beaucoup plus improvisées. C'est-à-dire, il n'y a pas toujours de stratégie, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'intérêt, il y a souvent des réactions à l'événement dans un climat psychologique particulier qui était celui des printemps arabes et celui d'un président qui se trouve en face de ce dilemme. Est-ce que je peux accepter d'être en tout ou partie responsable de ce qui peut s'avérer un bain de sang que peut-être je peux empêcher? Voilà, c'est la seule réponse que j'ai à vous donner, qui est la façon dont moi j'ai vécu cette histoire. Je ne vous dis pas que je suis satisfait du résultat. Je pense que le résultat est désastreux, mais qui peut dire dans cette salle ce qu'il aurait fait devant ce choix tragique? Qui peut dire ce qu'il aurait décidé? Voilà. Moi, je n'en sais rien pour ce qui me concerne. Moi, monsieur Guénon. Oui, mais sauf que sauf cher ami, que vous n'étiez pas à sa place et moi non plus. Non. Voilà. Donc c'est vrai. C'est tout. Après, on peut encore une fois en analyser les conséquences. C'est vrai. Que c'est une erreur. La question aujourd'hui, d'abord, c'est pourquoi en 2012 avons-nous laissé tout tomber? Pourquoi les Occidentaux n'ont-ils pas assumé? Moi, je suis allé avec le président Sarkozy, avec Cameron en Libye. À l'époque, les puissances occidentales qui avaient déclenché ce processus prenaient leurs responsabilités. Du jour au lendemain, elles ont cessé de les prendre. Elles ont déserté la Libye et ont laissé les Libyens se débrouiller entre eux. Et on est arrivé à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle personne ne veut prendre ses responsabilités. Comment? Est-ce qu'on croit vraiment que c'est avec les recettes de la démocratie occidentale qu'on va résoudre le problème? C'est par la loi de la majorité. On a fait une constituante qui a fait une constitution, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut la peine. Quelqu'un peut croire un instant que de cette façon, on va sortir du chaos libyen, qu'il suffira de faire des élections, d'avoir une majorité, et tout le monde va se ranger derrière cette majorité? Mais vous ne résoudrez ni le problème de la Libye comme ça, ni celui du Liban, ni celui de la Syrie, ni celui des Kurdes. Voilà, aucun de ces problèmes ne sera résolu de cette façon-là. Donc il faut, encore une fois, il faut arrêter la bonne conscience des droits de l'homme et de la démocratie et regarder qu'est-ce que tous les pays peuvent faire pour trouver un modèle qui permette à chacun de se sentir en sécurité, préserver dans ses intérêts. Voilà, il n'y a pas. Sinon, vous savez, en Libye, chaque tribu veut bien la démocratie, mais elle veut son territoire, ses garanties, ses intérêts, sa protection, sa sécurité. Voilà. Et si on ne trouve pas un moyen de répondre à cela, si on ne trouve pas un moyen de reconstruire, on a beaucoup parlé de l'État, de son rôle, de sa nécessité, de l'enseignement, d'assurer la sécurité, de la culture, etc. C'est très bien. Encore faut-il qu'il y ait des États.
Voilà. Et ces États, ils ne ressembleront jamais à l'État jacobin français, à l'État du Royaume-Uni. Voilà. Donc il faut accepter aussi que ce soit différent. Et on ne peut pas les laisser se débrouiller en disant oui, ben voilà, ils sont grands. Non, parce que nous sommes en partie responsables de ce qui se passe. Et nous avons à prendre notre part dans la reconstruction. Même si, encore une fois, elle est difficile, et j'en suis parfaitement conscient, de toute cette région du monde. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, si nous ne nous en occupons pas aussi, cette partie du monde et ce chaos s'occupera de nous. Merci. Merci. Pardon, Renaud. On va... Non, oui, non. Ah ben, tu peux répondre, mais sinon on continuera. Non. Sinon on continuera tous les deux le débat si tu veux. Merci, Renaud. Merci. On va, s'il vous plaît, avant de, avant de conclure, merci, cher ami. Moi, j'ai des petites choses à dire comme ça, mais dans la conclusion, des points de correction, disons, par rapport à la Libye et au projet d'Union pour la Méditerranée. Certainement. Kadhafi, que Dieu ait son âme, qui a été assassiné de façon abjecte et barbare par les alliés de la civilisation. C'est vrai qu'il a dit non, c'est exact. Mais le premier colloque, M. Guénaud, vous vous en souvenez, à la Sorbonne, premier tout grand colloque à la Sorbonne, auquel participait Alain Leroy, le ministre des Affaires étrangères chypriote, grec, turc, etc. Il y en avait beaucoup. Et que j'avais organisé, pas pour SIGPA à l'époque, SIGPA n'existait pas, mais pour Daedalus Institute of Geopolitics. J'ai cru fermement à ce projet, vous le savez, l'Union pour la Méditerranée. C'était un très grand projet. Mais moi, j'accuse toujours l'Allemagne de l'avoir phagocyté, puis supprimé. L'Allemagne tirée vers le nord, le président Sarkozy voulait d'un projet sud-sud, eh bien, ça n'a pas marché. Maintenant, ça doit marcher. Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes intérêts. Parce qu'aujourd'hui, les anciens alliés islamistes qui sont allés combattre en Libye et en Syrie, ils sont à Paris maintenant, n'est-ce pas? Ils sont à Paris. Nous avons les mêmes ennemis. À ce colloque de la Sorbonne, il y avait M. Zidane, envoyé par Kadhafi, que j'ai reçu, troisième secrétaire aux affaires étrangères libyennes. Kadhafi, il lui fallait encore du temps, mais le fait qu'il envoie Zidane faire une intervention remarquable en français, c'était l'un des rares francophones aux affaires étrangères libyennes, un jeune diplomate brillant. Celui-ci, je l'évoque parce que les islamo-fascistes qu'on a envoyés pour libérer la Libye et instaurer une démocratie, c'est-à-dire les copains de Belhaj, qui a été par la suite reçu au Quai d'Orsay, ces copains ont assassiné Zidane à Tripoli. Tout cela, on ne peut pas être et avoir été. Il n'y a pas de manichéisme en politique. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Qu'aurais-je fait à la place du président ou de ses conseillers ou de ses stratèges ou du président? Bien sûr. Alors, le petit paradoxe, la contradiction même, par rapport à cette position, cher ami, vous avez dit, on l'a fait, ou le président l'a fait, a pris cette décision. Un homme d'État doit prendre des positions et des décisions lorsque personne n'ose les prendre. C'est ça, un homme d'État. L'essentiel, c'est de prendre les bonnes décisions, les décisions qui vont dans le sens de l'histoire. Ce n'est pas toujours le cas. On a eu De Gaulle, on a eu François Mitterrand en France, on a eu Bourguiba en Tunisie, le pays qui est gouverné aujourd'hui par les islamistes modérés, c'est-à-dire les frères musulmans. Évidemment, c'était difficile. La situation était grave. La France n'est pas coupable d'avoir ouvert la poudrière islamiste en Libye.
Vous avez parfaitement raison. Et pour cause, M. Barack Hussein Obama l'avait ouverte précédemment dans mon pays, la Tunisie. Alors, tout cela, c'est de l'histoire, ça va s'écrire un jour ou l'autre, et nous saurons. Aujourd'hui, il y a des témoignages, il y a des écrits, et puis il y a surtout des conséquences, les effets d'agrégation de ce macabre printemps arabe. Pour la Libye, et pour l'Égypte, pardon, je voudrais conclure. Nous avons voulu organiser ce colloque pour donner, disons, pas une image, comme on le dit de façon stéréotypée. Il n'y a pas d'image à donner de l'Égypte, il y a une réalité à refléter. L'image, c'est les peintres et les marketing qui vendent des images et la communication. Il y a une réalité, il faut juste la voir. C'est quoi cette réalité? C'est un pays qui se relève. C'est un pays qui a subi ce que la Tunisie aussi a subi, n'est-ce pas? Mais ils ont eu un président qui a répondu à l'appel du devoir dès 2013 et qui a remis l'Égypte dans sa trajectoire civilisationnelle et historique. Et je pense personnellement qu'il y a deux qui ont mis fin à ce rouleau compresseur islamo-atlantiste qu'on appelle le printemps arabe. Il y en a deux. Je pense que c'est le président Abdel Fattah el-Sisi et un autre, peut-être que ça va faire sursauter certains, et le président de Syrie. Je pense qu'ils sont les deux à avoir stoppé cette machine destructive et dévastatrice. Aujourd'hui, l'Égypte se relève. Elle a des impératifs. Moi, je suis, comme vous le savez, un ami très cher de Philippe Séguin. Je ne peux pas être un antidémocrate. Je suis démocrate parce que j'ai été, et vous-même, nous avons eu comme ami et grand frère Philippe Séguin, que Dieu ait son âme. Je suis profondément démocrate. Mais la vie et la politique m'a appris justement qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Qu'il faut prendre en compte des réalités. Les droits de l'homme, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais pas le droit de l'hommisme. Si la France est partie en guerre en Libye, elle a été au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Mais vous n'êtes pas dans le droit de l'hommisme, comme Hubert Védrine tout à l'heure ici, il n'est pas dans le droit de l'hommisme, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est le droit de l'hommisme. Alors moi je dis qu'il faut tenir compte des réalités. Quelles sont les réalités? Ce sont les réalités sociales. On a oublié en France cette distinction que faisait le français Tocqueville sur la démocratie comme fait social et la démocratie comme type de gouvernement. Fait social, il faut que ça soit compatible. S'il n'y a pas de démocratie comme fait social, c'est-à-dire si la société elle-même n'a pas intégré le module démocratie dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, dans sa vie de quartier, toute organisation d'élection radicalement démocratique conduira ipso facto les frères musulmans au pouvoir. Il faut donc une révolution pour nous. La révolution, cela s'appelle la sécularisation des esprits. Il n'y a pas de démocratie sans sécularisation. Voilà ce que je dis. La démocratie est un but supérieur qu'on peut atteindre, bien sûr, mais difficilement avec les islamistes, c'est-à-dire les anciens mercenaires de M. Barack Hussein Obama. Je vous remercie tous d'avoir répondu à ce colloque et à notre invitation. Je remercie vivement
M. Henri Guénaud de nous avoir fait cet honneur. Je sais qu'il ne va pas souvent, ni dans les séminaires, ni dans les télévisions. C'est un vrai penseur. Je remercie tous les invités. J'espère avoir été à la hauteur de ce challenge pour, je le répète, pas donner une autre image de l'Égypte, mais refléter la réalité égyptienne et plus exactement les relations franco-égyptiennes telles que nous la souhaitons et telles que les savants et les ministres vont la conjecturer. Merci à tous et à toutes et au plaisir de vous revoir.